Keisha Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, au 49 rue Léon Froux, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons une artiste, interprète et auteure de musique urbaine. Elle se fait connaître dans son duo avec la rappeuse Bouchy et se font signer par le label de Rof, Foulek Records. Leur premier album intitulé One Life avait été présenté dans l'émission Planète Rap. En 2011, le duo se sépare et elle décide de se lancer dans une carrière solo. Son premier album solo, Ne le dites pas à ma mère, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Notre invité de la semaine est Ami. Alors bonjour Ami. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je t'en prie. Alors tu as 32 ans, donc tu es une artiste, auteure et interprète de rap d'origine guinéo-malienne. Ouais, c'est ça. Alors tu as grandi à Choisy-le-Roi. Tu as baigné dans le rap grâce à tes frères, donc c'est comme ça que tu as découvert le rap. Tu étais passionnée de littérature, d'écriture. Pour l'anecdote, il y avait un garçon qui était amoureux de toi, qui t'avait écrit une lettre. Donc toi tu lui as répondu justement en rappant. Et de là est née vraiment une véritable passion. Tu sors ton premier clip. T'es bien informée. Hein. Non, il m'a écrit un rap carrément. Un rap, et puis je lui ai répondu. Un rap d'amour, oui, une déclaration, une vraie déclaration. Ouais, c'est ça. Alors tu sors ton premier clip Ghettocratie et ton premier feat avec la rappeuse Aïssat. Oui. Donc par la suite, tu fais la connaissance de Bouchy. Donc ça, c'était sur MySpace, à l'époque de MySpace. Ouais. Donc elle était signée chez Foulek Records. C'est ça. Et elle t'a proposé de faire un feat. Ouais. Donc toi, tu as accepté. Cela vous a emmené justement à former un duo, donc Ami et Bouchy, qu'on a tous connu. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Ouais. Alors donc par la suite, justement, ce qui s'est passé, c'est que toi d'abord tu étais très fan de Missy Elliott parce que c'est une artiste que tu trouvais vraiment fédératrice, tu te retrouvais vraiment dans ses textes, dans son engagement. Et Rof, il vous a pris sous son aile. C'est ça. Il vous a signé dans son label, donc Foulek Records. C'est à l'époque justement de son apogée, c'était avec le Code de l'horreur. Oui, c'est ça. C'est vraiment à l'époque où il était vraiment... c'est ça. Et il t'a appris justement à manier un petit peu plus ta plume, donc à t'améliorer. Il était le premier d'ailleurs, il me semble, à cette époque-là, à avoir lancé des femmes. Il était pionnier dans ce... Oui. Ouais, à l'époque, surtout, il était en avance sur ça. Sur ça, oui, parce que c'était pas du tout commun de voir un rappeur, en tout cas, lancer des jeunes femmes. Des noirs en plus. Des jeunes femmes noires, effectivement. Il a été hyper avant-gardiste sur ce point-là. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que lui, donc ton grand frère, en fait, connaissait Kerry James, Rof, etc. Donc, il a dû lui demander l'autorisation de pouvoir te produire. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette période? Bah ouais, en fait, moi, j'étais plus passionnée, donc j'avais pas vocation à faire carrière ou quoi. Mais étant donné que tu étais passionnée, le but, c'est qu'on t'écoute. Et quand Rof, aussi, m'a proposé ce deal-là, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je suis encore étudiante à la fac et du coup, mes frères ont accepté parce que c'était Rof et qu'ils savaient qu'on était bien encadrés et que voilà, c'est en mode famille, grand frère, respect et que ça allait bien se passer, quoi. Alors Bouchy et toi, vous avez sorti un album donc intitulé One Life. C'est ça. Donc vous avez collaboré avec Amel Ben, vous avez fait d'ailleurs aussi ses premières parties. Donc vous vous séparez très rapidement, donc c'était en 2011. Donc chacune a décidé de prendre son envol. Hein, c'est ça. Parce qu'à la base, on était toutes seules. Oui. On a fait le projet commun ensemble et puis après, on a aspiré à d'autres choses. Oui. Donc c'était suite à des désaccords? On savait que de toute façon, en faisant l'album, c'était une exposition et qu'elle avait commencé seule, moi aussi. Donc c'est dur du jour au lendemain où c'est pas qu'on t'impose parce qu'on a eu le choix, on a fait un groupe et on a des délires différents, donc on voulait juste s'épanouir différemment. Alors en 2014, toi, tu sors un EP, donc il est intitulé Nikita. Donc tu collabores avec des artistes comme LECK, comme Hawaii Mani, qui est une amie proche. Qui était une amie très proche, exactement. Alors comment ça s'est passé? Comment
comment ça s'est passé? Bah, il y avait LCK, Siko MC, Sadek, Zesso, il y en avait plein d'autres. Hein. Ouais. James Sismad, bah, c'est des gens entre guillemets du hip-hop, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, c'était facile d'accéder à eux. On a grandi ensemble. Puis voilà, c'était normal. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'enjeux commerciaux et c'était plus au feeling et plus. Est-ce que c'était compliqué justement de mettre en place cette EP? Parce que c'est vrai que quand on est en indépendant, il y a pas mal de choses qui sont très compliquées. Ça demande des fonds, ça demande de l'argent, ça demande... Oui, bien sûr. J'ai mon frère qui me produisait déjà à l'époque. Puisque quand Bouchy et moi, ça s'est fini, eh ben, mon grand frère, il y a un autre label qui a voulu me récupérer, un gros label aujourd'hui. Et en fait, mes frères ne voulaient pas que je me balade de label en label. C'était pas des labels concurrents, mais un peu si. Donc, je laisse les gens imaginer. Et du coup, il a dit non, je vais m'occuper de toi. Et du coup, il a monté son label, il avait ses artistes et on a fait l'EP jusqu'à la sortie d'album récemment. Aujourd'hui. Voilà. Alors, tu écris pour beaucoup de rappeurs, donc c'est un sujet qui reste très tabou ici en France, donc surtout dans le milieu du hip-hop. Hein. Donc, on sent que, c'est vraiment différent aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il n'y a vraiment aucune honte, aucune gêne à en parler, à dire qu'on écrit, ça s'appelle le ghostwriting, donc le fait de pouvoir écrire pour d'autres artistes. Est-ce qu'on peut ressentir une certaine frustration en tant qu'artiste, justement, de pouvoir écrire pour d'autres sans être forcément mentionné et de travailler comme ça dans le... Pas du tout, parce que je sais pourquoi je le fais. Ouais. Le deal, il est clair dès le début. Donc, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Alors, comment ça se passe? Bah, tu prends des sous, on va dire. Ouais. Tu es payé pour. Et puis, souvent, c'est l'entourage assez proche. Donc, après, voilà, je ne me prends pas tête par rapport à ça. Après, c'est clair que si tu vas écrire pour de la pop ou quelque chose de plus généraliste, oui, là, tu es mentionné. Mais le rap pur, tu peux comprendre aujourd'hui qu'un rappeur, ça l'embête qu'on dise que tel texte ou tel texte, il a été aidé ou qu'on lui a écrit. Je peux comprendre. Et pourquoi, justement? Il y a cet ego déjà, oui. Chez les hommes, hein, tout le monde va être le boss entre guillemets. Et imagine, tu te rends compte un morceau qui a super bien marché ou qui crédibilise cet artiste-là. On me dit c'est une meuf qui l'a écrit. Après, c'est quand même assez étrange comme mentalité, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce problème-là. Les Français aiment bien s'apparenter et se comparer aux Américains sur pas mal de points, sur tous les rappeurs. Mais dès qu'il s'agit du ghostwriting, étrangement, ça pose problème. Ouais, je suis d'accord, mais après, c'est la mentalité française. Tout n'est pas bon à prendre aux États-Unis. Il y a plein de choses sur lesquelles on doit s'inspirer et qui sont inspirantes, et c'est important de s'en inspirer. Mais il y a d'autres choses, ça, moi, en fait, la mentalité française, elle est quand même, on est assez fermé. Hein. Oui, le rap français, c'est assez fermé, hein. C'est assez macho, c'est assez... c'est dur encore. Hein. Enfin, là, il y a de l'ouverture, ça se passe mieux. Les femmes ont plus d'accès. On les reconnaît plus, mais ça reste encore très difficile. Ça reste hyper difficile. Donc, je pense que ça, c'est la culture du pays qui fait que... Alors justement, on parle du rap. Le milieu du rap, c'est quand même pas évident pour les femmes. Ah ouais. Donc c'est vrai que l'industrie musicale française n'est pas encore complètement développée et ouverte aux femmes. Et aujourd'hui encore, ça reste un milieu principalement macho, principalement masculin. Donc toi, en tant que femme, ça n'a pas dû être facile aussi de t'imposer. Et comment ça s'est passé justement pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti en tant que femme dans le rap game? Bah, tu sais, quand tu arrives avec Rof, déjà, il y a longtemps, ce que tu veux faire déjà, c'est légitimer ta place. C'est-à-dire déjà, les gars, je vais vous montrer que je ne suis pas là pour rien. Donc, des freestyles à Skyrock parmi 20 mecs, ça c'est important pour une femme de les faire. Je trouve qu'aujourd'hui, tu ne peux pas arriver, te mettre sur le côté, la bouche en cœur et ne pas affronter ce truc rap. Tu vois, c'est la base, c'est pas ça qui te fera vendre, mais au moins te faut compter à la reine, entre guillemets, aller dégommer des mecs en freestyle, c'est hyper important. Tu dois pas faire que ça, parce qu'on s'en fout, mais il faut passer par là, pour moi c'est un exercice important. Et puis, je vais pas te mentir, j'ai pas eu de problème. J'ai jamais eu une réflexion misogyne ou sexiste. Franchement, en tout cas, en face à face, hein. J'ai jamais eu, au contraire. Vas-y la Russ, arrache tout, patati patata. Mais c'est vrai que non, en tant que femme, j'ai pas senti de la part des rappeurs en tout cas un frein. À chaque fois que j'ai demandé un featuring, je l'ai eu. Voilà. Donc je vais pas mentir, j'ai pas senti ce plafond de verre là. Non, j'ai pas senti. Alors toi justement, pour pouvoir attirer du public, tu as mis en place une stratégie, donc c'est une web-série, donc qui est tirée d'ailleurs de faits sociaux et de faits sociétaux. Hein. Oui. Donc on parle de la violence faite aux femmes, on parle de la rue et de tous ces sujets-là. Tu as justement dénoncé toutes ces choses-là à travers cette web-série qui est d'ailleurs super. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça?
Comme je disais tout à l'heure, je voulais arriver différemment. Ouais. Des rappeuses, il y en a peut-être plein, où tu sais, c'est tellement dur d'être prise au sérieux quand tu es une femme dans le rap. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire parce qu'on me reprochait de ne pas connaître mon personnage. On sait qu'Ami est rap, c'est une kickeuse, mais on ne sait pas qui c'est, on n'arrive pas à cerner la personnalité. Donc j'ai dit, je vais faire une série qui parle un peu de ma vie, avec des choses vraies, d'autres non. Et du coup, j'ai écrit le scénario rapidement, le synopsis. J'ai vu avec le réalisateur, je dis voilà, je vais faire ça, comme ça, comme ça. Au début, ils m'ont dit, ah, t'es sûr? J'ai dit, vous inquiétez pas. La série, là, moi, j'y crois et finalement, je ne me suis pas trompée. Et c'était important pour moi de montrer et d'inviter des artistes pour les mettre dans des situations qui restent leur vie et que ce soit crédible. Oui, parce que souvent, on a du mal avec les séries françaises, faut dire ce qui est, surtout dans le rap. Et j'ai voulu faire un truc vraiment réaliste. Parce que c'est vrai que tous tes feats, on les retrouve aussi, enfin la plupart de tes feats du moins, on les retrouve dans ta web-série. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une manière assez conceptuelle et originale de pouvoir emmener ton nouvel album, Ne le dites pas à ma mère. Et ça a été bien reçu par le public? Un peu trop bien même, au peu trop bien, oui, détriment de la musique. Les épisodes ont pris le dessus sur la musique, et donc avec la maison de disque, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on est obligé de faire un épisode final qu'on a fait dans la précipitation. Et du coup, voilà, c'est vrai que souvent on me réclame, les gens me diront la saison 2, je suis sur autre chose. Justement, on parlait de ta passion pour l'écriture, donc toi tu as écrit 2 scénarios donc, que tu aimerais adapter, je suppose, au cinéma, en long métrage. Donc c'est vrai que à travers ta web-série, on a découvert Ami en tant qu'actrice. Donc je pense que tu étais aussi à la réalisation de cette web-série. C'est ça. Est-ce que tu souhaiterais te lancer dans la production audiovisuelle ou éventuellement dans la réalisation? Franchement, oui. Enfin, j'ai écrit 2 films. Je me suis pris de la tête là. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus. J'ai peaufiné. Il y a une histoire qui me tient vraiment à cœur et je pense qu'elle est originale. Et j'attends de peaufiner ça et je vais aller toquer à la porte des réals. On va voir ce qu'ils en pensent. Tu as déjà des contacts dans le milieu audiovisuel? Oh, mais ça se fait assez rapidement. Je pense qu'on va passer de contact en contact, au moins qu'ils lisent ce qu'on appelle ça la note d'intention, pour voir de quoi j'ai envie de parler. Et je pense que je ne pourrais peut-être pas toute seule. J'ai écrit 300 pages, donc je n'ai pas la procédure nickel de ce qu'il faut faire, mais au moins je sais de quoi je vais parler. Bravo. Alors, ton premier album solo, Ne le dites pas à ma mère, a été repoussé à plusieurs reprises. Donc, c'est un album de 18 titres. C'est ça. Il devait sortir en 2017 initialement. Et finalement, tu as pris plus de temps. Ce qui s'est passé, c'est que tu avais déjà préparé, tu avais un album de prêt. Donc, tu as tout mis à la poubelle parce que tu n'étais pas sûre de ce que tu voulais faire. La musique a pas mal évolué. Exactement. Non, en fait, moi, je suis assez indécise. Et je me suis dit, oui, mais là, en fait, je sais pas, on est pressé. Pourquoi, en fait? Les gens nous demandent des épisodes, les clips ne suivent pas forcément. Pourquoi on va se jeter, entre guillemets, dans la gueule du loup? On est pressé. Oui, on attend, mais en fait, oui, c'est pas bien de décaler. Mais en vrai, pour qui? Pour un petit public ou est-ce qu'on m'attend vraiment? Est-ce que je suis vraiment attendue? Je préfère prendre mon temps, faire un épisode final, envoyer des singles entre-temps et puis sortir un album. Il fallait le sortir de toute façon. Oui. Parce qu'on me voyait beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, tu veux savoir qui est Ami, tu vas en stream, tu sais qui je suis. Et justement, pourquoi tu as caché qui tu étais pendant autant d'années? J'ai pas caché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que... Non, j'ai pas caché en fait. J'ai pas eu le temps de me développer entre guillemets devant la scène en fait. Artistiquement parlant, j'étais beaucoup en studio, donc du coup on me voyait moi je suis pas trop réseaux sociaux, j'ai un peu du mal avec ça, c'est-à-dire que il y en a, c'est leur gagne-pain, donc elle le maîtrise très bien, donc je me fais un peu violence, mais c'est vrai que les histoires de Snap et compagnie, j'aime bien, mais c'est du voyeurisme en fait, j'ai l'impression d'être centrée sur moi-même et c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. T'as besoin de recul par rapport à tout ça? Je snap pas pour rien quoi, je fais ma série, je snap, ok, un peu au studio, mais je ne me vois pas tous les jours montrer mon quotidien. Justement, est-ce que c'est pas difficile pour un artiste aujourd'hui de ne pas... Ah si, c'est handicapant, je le dis clairement. Moi, je sais que c'est handicapant. J'essaie de me mettre à jour sur des réseaux, je poste, mais c'est pas... Mes managers, producteurs me font me mettre un peu la pression, mais c'est pas... J'aime pas... En fait, il faut que ça vienne naturellement. Oui. C'est pas exposé pour exposer. C'est dur d'exposer comme ça. Tu manges une banane, tu le montres. Tu vois, je sais pas. Et est-ce que tu as des projets à venir? Alors là, pour l'instant, il y a l'album à défendre. J'ai 4 clips en attente. Donc ils vont sortir incessamment sous peu et voilà, pour le moment. Et le film dont je t'ai parlé. Oui. Voilà. On te souhaite plein de belles choses. Merci.
Alors, Ami, ou plutôt devrais-je dire Aminatou Sidibé Thiam. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. D'accord. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. D'accord. Tu as face à toi Saoudatou Sidibé, Ouais. ta maman. Elle a des questions à te poser Ouais. ou alors des comptes à régler. C'est ça la question? C'est ça que tu me dis? Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Ça n'a pas été simple pour toi de te lancer dans la musique, car tu avais 2 grands frères, Amadoun et Noumouké, donc qui veillaient sur toi et qui ne voulaient pas que tu te lances dans ce milieu-là. Donc il a fallu leur expliquer, je pense, pas mal de choses, avoir pas mal de discussions. Ils préféraient que tu t'investisses dans tes études, ce que tu as quand même fait. Je te laisse nous en parler. Ouais, c'était pas évident parce que voilà, mes frères ont grandi en 94 avec la mafia Quinfri qui sont tous mes grands frères qui m'ont vu grandir, comme on dit, qui m'ont vu la morvonner. Je pense à Teddy Corona, à Manuquet et compagnie, Mokobe. Donc ils savent que le milieu du rap, c'est un milieu qui était hostile et pas très sain. Et donc ils ne voulaient pas voir leur petite sœur évoluer dedans. Mais après, on a fait un deal et ils ont vu que j'étais passionnée. Et le deal, c'était de continuer mes études. Je n'allais jamais lâcher les études pour de la musique. Et du coup, j'ai fait des choses en parallèle. Et puis, force de persévérance, ils ont fini par céder. Voilà, aujourd'hui, ils sont fiers. Comme on dit, on a fait une belle aventure familiale. Alors ton grand frère Amadoun t'a beaucoup mis en garde contre les garçons. Ouais. Alors tu as grandi dans une cité, en banlieue. Forcément, il savait que ça pouvait aller très vite. Mais à côté de ça, il voulait que tu lui fasses confiance, que tu lui dises tout. Oui. Ça vous est même arrivé d'aller en boîte ensemble. Oui. Je te laisse. Tu es bien informée, dis donc. Tu es très bien informée. Oui, mes frères, ils m'ont toujours mis en garde par rapport aux garçons. Ils ont dit, écoutez, nous, de toute façon, quand tu as des grands frères comme les miens, tu sais qu'ils te donnent beaucoup de choses, beaucoup d'amour et tu n'as pas envie de les décevoir, tu vois. Et j'ai eu la chance, je remercie Dieu aujourd'hui, d'avoir des copines avec qui étaient assez saines d'esprit. On avait ce projet, vraiment l'école, et puis rendre fiers nos familles. Aujourd'hui, c'est pas évident. Je vois les plus jeunes, il y a parfois des choix qui se font, et puis toutes celles qui sont, entre guillemets, pas rentrées dans nos cases, on a vite fait nos chemins différents. On n'est pas des saintes ni touches, mais franchement, on ne fera pas rougir nos grands frères. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui. Et du coup, quand j'ai eu mon premier petit copain, j'ai dit à mon frère, je lui ai dit, voilà, on le présente. Et puis voilà, c'est une histoire qui a duré. C'est mon premier petit copain, mais ça a duré plus de 12 ans. Donc au final, c'était une histoire sérieuse. Et puis voilà. Donc que ce soit ma sœur jumelle ou moi, mes frères n'ont pas eu à rougir de notre vécu en tant que femme dans Paris. On allait en boîte ensemble. Je me confiais à mes frères, pas trop non plus, mais c'est vrai que ce qu'ils ont fait, je les remercie. Et peut-être que ils étaient durs, hein, on avait peur, mais il y avait ce respect entre nous et plus de la confiance. C'est ça qui est bien. Ils ont vraiment bien joué leur rôle, c'est important. Alors ton père Frédéric est d'origine malienne, ta maman Saoudatou d'origine guinéenne, donc vous êtes principalement Peul. Ouais. Alors il y a la culture des griots en Afrique. Oui. Et donc, il était inconcevable pour toi de dire à ton père que tu te lançais dans la musique, ce n'était pas la place d'une femme. C'est ça. Alors, ton père représente la mémoire, il représente l'histoire, l'Afrique. Ta maman, c'est une battante, au parcours assez atypique. Oui. Toi, ce que tu voulais, c'était de rendre fier tes parents, ta maman. Le rêve de ta maman, c'était que tu puisses être diplômée, que tu puisses te marier, que tu puisses avoir des enfants. Tu as rempli toutes les missions. Je te laisse me parler de tout ça. Bah ouais, chez nous, c'est vrai que les musiciens sont des griots. Mon père est quand même très attaché à la culture malienne. Mon père, c'est assez paradoxal parce que c'est une bibliothèque vivante. Il est extrêmement cultivé. Il a travaillé avec de grands hommes politiques africains. C'est quelqu'un qui est très très cultivé. Et c'est ce qui fait aussi que très jeune, on a été ouvert sur le monde. On a beaucoup voyagé. J'ai beaucoup été en Afrique avec mon père, ses amis sont de tous bords et c'est vrai qu'on a eu cette ouverture très jeune. Donc lui, pour les chanteurs, c'est les griots. Donc nous, on a une famille, voilà, on a des griots, donc pour lui, au début, il ne comprenait pas. Au-delà de même de faire des études, pour lui, c'était tellement normal qu'on en fasse qu'il ne nous mettait pas la pression par rapport à ça. Par contre, ma mère, c'était je sais pas, ça s'est fait naturellement. On savait que je savais que moi je pouvais pas me lever un matin et dire maman je passe pas mon bac ou voilà, c'est comme ça qu'on a été élevés. Et du coup
ouais, ma mère, c'est important pour elle de faire les études. Mon grand frère, Amadoun, je me rappelle, voilà, il n'était pas spécialement bosseur à l'école, mais il était malin. Et quand il a eu son bac, en fait, il a ouvert la porte. On s'est dit que nous, derrière, on est obligé de suivre, quoi. Surtout des filles. Et voilà, au moins, ayez votre bac, voire plus. On a tous rempli la case. Et puis voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que c'était important de rendre fiers nos parents. Je ne vais pas te mentir en te disant, oui, ils sont venus d'Afrique avec un sac à dos sur... Voilà, non, c'est déjà très très bien, mes parents en venant ici. Et c'est juste qu'ils voulaient cette continuité, en fait. Voilà, malgré tout, il y a eu des moments difficiles, mais c'est vrai que ma mère aussi a fait des études et que mes parents, j'ai la chance qu'ils sont très cultivés, mais ils sont très attachés à nos racines. Donc du coup, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et voilà, le but, c'est d'essayer de bien se comporter, sans pression aucune, tu vois. Moi, j'ai pas eu de papa violent. Voilà, ma mère, elle nous a bien chicotés, mais c'est quand on le méritait, en fait. Voilà, c'est tout. Alors, tu as une sœur jumelle, Oui. Ramata. Ouais. Donc, la relation entre jumelles peut être soit très fusionnelle, soit très électrique. Donc, vous êtes très soudées, mais à la fois très différentes. Très différentes. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu la complexité, justement, d'une relation entre jumelles et aussi la profondeur qu'il peut y avoir. Ma sœur, c'est une princesse. Ma sœur, c'est celle qui aurait dû chanter, en fait. Parce qu'elle, c'est Beyoncé. Hein. Ma sœur, c'est voilà, c'est une femme qui a vraiment la joie de vivre, qui est hyper gentille, hyper sociable, hyper sensible. Et c'est vrai que voilà, on s'est toujours entendus comme des sœurs, comme des jumelles. Et la manière dont, encore une fois, ma mère nous a élevés fait que j'ai jamais senti cette électricité entre nous, cette rivalité. Pas du tout, on est des profils différents. Moi, je suis plus littéraire, elle est plus manuelle, on va dire, plus rêveuse, plus artiste, limite. Et du coup, je sais qu'il y a des jumelles où c'est compliqué, mais nous, on a toujours été très, très soudés. Et puis, il était inconcevable pour qui que ce soit de venir entre les jumelles. La seule personne qui a fait ça, elle a très vite disparu de notre entourage. Et on est des sœurs, donc on peut se disputer. Mais à la fin de la journée, on dort ensemble. Voilà, ses enfants, c'est mes enfants c'est les siens. Il n'y a pas de... Voilà, on vit ensemble. Et comme on a dit, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve, mais je ne dis pas que j'espère mourir avec elle, mais en tout cas, j'espère qu'on ne sera pas très loin l'une de l'autre. Voilà, moi, ma sœur, la première fois qu'elle a accouché, j'étais pas censée être au courant, j'ai ressenti des choses. Et il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre dans la gémellité. Et voilà, donc elle est très sensible. Moi, je suis un peu plus dure qu'elle, mais... on se complète finalement et voilà, c'est une belle histoire. Hein. Moi, ma sœur, c'est la moitié de moi. Hein. Comme je dis, on est nés ensemble, c'est pas pour rien. Voilà. Est-ce que ça a été difficile en tant qu'enfant? Non, pas du tout. Par moment. Parce que très vite, ils nous ont séparés. Ma mère, elle nous habillait pareil, mais pas de la même couleur. Elle était beaucoup plus grande que moi étant petite. Et non, parce qu'en fait, pour moi, c'était comme une sœur, en fait. Donc... c'est vrai qu'elle a redoublé son CP, moi j'ai avancé, donc on a toujours eu une classe de décalage et du coup, ouais, ça fait que finalement on ne fréquentait pas les mêmes personnes parce qu'un an d'écart à l'école primaire c'est beaucoup finalement. Je suis rentrée au collège avant elle, plein de petites choses comme ça, au lycée avant elle, mais non, ça n'a pas été difficile du tout, du tout. Ça a été difficile, elle s'est mariée avant moi quand elle a quitté la maison. Ouais, quand elle s'est mariée avant moi et qu'elle a quitté la maison pour de vrai, là, c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte, mais ça a été quelque chose de difficile quand même, pour elle et pour moi, parce qu'on a toujours vécu ensemble. Et à 24-25 ans, elle s'est mariée et ça a fait bizarre quand même. Mais bon, c'est la vie. Alors, Ami, il y a un événement qui a été très difficile pour toi. C'est le drame qui a eu lieu au Bataclan. Il y avait ton frère Noumouké qui était présent sur les lieux. Oui. Donc, il travaille dans la sécurité depuis une quinzaine d'années. Et lui et un régisseur ont permis à une dizaine de personnes de s'échapper sur les toits. Il y a un jeune homme qui leur a ouvert la porte et qui leur a permis de venir se réfugier chez lui. Oui. Alors, à cette même période, tu venais de vivre des événements très difficiles. Donc, tu venais de perdre une amie, donc Bouchi. Et en même temps, ton frère qui est dans des attaques terroristes. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, parce que pour nous qui l'avons vécu de loin, ça a été déjà quelque chose de dramatique et de difficile. Donc, je suppose que pour une personne qui l'a vécu de près, ça a dû être juste horrible. Je te laisse nous en parler. Moi, j'étais, pour la petite histoire, j'étais au spectacle d'Ahmed Silla.
qui est un ami. Hein. J'étais avec mon mari au spectacle d'Ahmed Silla et je me rappelle, ma mère n'arrêtait pas de m'appeler. Mais j'avais éteint mon téléphone parce que voilà, on a un spectacle. Et du coup, je sais pas, mon mari me dit, il y a ton frère qui m'appelle, le fameux Noumké, il y a ton frère qui m'appelle sur mon portable, sur le portable de mon mari. Et du coup, je me dis, c'est bizarre parce que, bon, il peut appeler pour dire bonjour, mais là, il insiste. Et moi, je dis, hey, vas-y, c'est bon, tu décroches plus tard, là, on a un spectacle, ça ne doit pas être... Mais en fait, c'était mon frère qui était dans le Bataclan, et en gros, qui me disait que c'était chaud, mais moi, Et après, il m'a dit... Quand mon mari a décroché, je crois qu'il a été assez virulent, j'ai pas répété mes paroles. Il a dit passe-moi ma soeur. Et du coup, moi j'ai mon frère au téléphone, je lui dis ouais allô, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit t'es où? J'ai dit je suis à un spectacle. Il me dit c'est la guerre dans Paris, sors, je suis au Bataclan, il y a des terroristes. Mais moi j'ai rigolé. J'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et là il me dit sur le Coran, écoute bien ce que je vais te dire, je vais peut-être mourir. Et du coup je regarde mon mari, je lui dis, mais là, il m'a dit un truc bizarre. J'ai mis du temps à percuter. Et sur la scène, à ce moment-là, il y a, je crois, un régisseur qui est venu voir Ahmed Silla en lui disant, arrête le spectacle, il y a des problèmes sur Paris. Et là, Ahmed, il prend le micro, il dit, bon, la famille, là, c'est chaud, apparemment, il y a des attentats sur Paris. On va tout arrêter, rentrer chez vous. Et là, j'ai commencé, c'est en sortant donc de la salle, en allumant mon portable, tous les appels que j'ai reçus, de ma mère qui m'insulte, ma sœur, BFM TV et dehors l'atmosphère qu'il y avait, que j'ai compris ce qui se passait. Et du coup là j'ai réalisé que mon frère était dans le Bataclan et du coup je le rappelais mais il répondait pas parce que peut-être voilà il y avait la tuerie. Je sais même pas quoi vous dire, j'ai pas les mots parce que c'était je crois que c'était la pire journée, pire soirée de ma vie. C'est-à-dire en arrivant chez moi, j'arrivais même pas à parler et j'avais carrément peur On était, son spectacle, c'était dans le 9e, je crois, à Ahmed Silla, je ne sais plus si c'était au Folies Bergère ou je ne sais où, à aller de chez moi à Enghien ou aller à Choisy-le-Roi. Je ne savais plus quoi faire et du coup, dans la voiture, j'étais traumatisée. Et en plus, il y avait le décès de Bouchy quelques temps avant. Déjà, je faisais des cauchemars. Et non, ça a été une période atroce jusqu'à ce que mon frère sorte. Donc, j'étais devant BFM TV pendant... toute la nuit, ma mère n'a pas dormi, imaginez. C'était ma sœur et moi, on est hypersensibles, je faisais que pleurer. J'ai dit, imagine, il ne sort pas. Et puis voilà, après, tout est dans les mains de Dieu. Et Dieu merci, il est sorti, mais même quand je l'ai vu, ben, j'y croyais pas. Hein. Et puis quand il m'a raconté des choses que tout le monde ne peut pas savoir, parce que lui était à l'intérieur, je ne sais pas comment il fait aujourd'hui pour être aussi fort. Et voilà, après, il faut continuer à vivre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Il a vécu quelque chose... Je pense qu'il y en a qui se seraient suicidés, hein, parce que c'est pas ce qu'il a vu, c'est à vie. Et voilà. Donc, ouais, c'était pas évident. C'était vraiment chaud. Alors, Ami, tu as obtenu un master à l'université oui. Et tu as fait la fierté de ta famille. Donc, tu travailles dans l'enseignement, tu es professeur des écoles, tu as une classe de CP actuellement. Alors, il t'est arrivé parfois de faire croire que c'était ta sœur jumelle Ramata qui rappait et non pas toi, puisque certains t'ont entre guillemets démasqué. Est-ce que ça a été parfois difficile pour toi justement, ou est-ce que c'est encore difficile pour toi de concilier justement une vie conventionnelle et une vie d'artiste? Parce que dans l'enseignement, c'est vrai que c'est assez particulier, l'éducation nationale est quand même un système assez particulier, donc avoir un professeur qui est rappeur, ça peut parfois... Je pense qu'il peut y avoir des a priori de la part soit des élèves, soit des parents d'élèves, soit des confrères, hein, des professeurs. Je te laisse nous en parler. Bah écoute, en tout cas, ça, moi, je ne l'ai pas ressenti. Ça fait un moment que je suis dessus, hein, que ce soit collègues, professeurs ou parents, ils sont plutôt fiers. Et pour la petite anecdote, j'ai fait un clip avec Black MCT qui devrait sortir récemment. Et j'ai carrément des parents d'élèves et des élèves dedans. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu fais bien ton travail et que tu te copies bien de leur enfant, les parents, c'est tout ce qu'ils demandent. Voilà. Donc, moi, je mise beaucoup sur la bienveillance, l'apprentissage. Et effectivement, quand tu fais ça, tu dois être, entre guillemets, irréprochable, je pense. Après, voilà, j'ai de compte à rendre à personne. Mais c'est vrai que moi, en termes d'enseignement, je pense et j'espère. Et au vu de ce qu'on peut me dire, je sais tenir une classe. Et je suis plutôt, je pense, une bonne maîtresse sans prétention aucune. Vraiment. Donc, je pense que c'est une activité parallèle, tout comme j'ai des collègues qui font d'autres choses.
peut-être aussi farfelus que moi, mais voilà, ils sont peut-être moins exposés. Et voilà, pour l'instant, je croise les doigts, j'ai pas eu de soucis. Et si jamais il y en a demain, je saurai quoi répondre à qui veut bien. Alors, tu dis dans Grain de sable Oui. que tu as un bac+5 Oui. et que tu es aux acédiques. Est-ce que tu as justement connu la difficulté de pouvoir trouver un travail? Évidemment. Évidemment, quand tu as un bac+5, j'en ai 2 déjà. Pour rectifier, j'en ai 2. J'en ai 2. Et ben en fait, quand tu as tes diplômes, tu te dis, ah ben voilà, les profs m'ont poussé à faire ceci ou cela, comme ça tu as une bonne situation et tu déchantes rapidement parce que souvent on te demande, ok, ce diplôme-là, plus l'expérience, mais l'expérience, il faut bien l'avoir à un moment donné, ce que tu n'as pas en sortant de l'école. Donc c'est vrai que j'ai connu des périodes assez difficiles où tu te dis, mais franchement, je me suis battue pour être là et au final c'est compliqué. L'histoire du CV, je l'ai fait, je l'ai raconté 20 fois. Il m'est arrivé de changer mon nom de famille, mon prénom, mon lieu de résidence. Et j'ai été appelée et c'est vrai que bon, c'est difficile, je ne vais pas mentir aux jeunes. Faites des études, moi je serai la première à vous pousser à ça. C'est hyper important pour vous-même, même pour structurer votre pensée. Mais en revanche, c'est vrai qu'en finissant ces études, on déchante rapidement, à part si tu as les contacts qu'il faut ou si voilà. Et c'est vrai que ça a été difficile quand tu as ton master et que tu te retrouves dans une entreprise où finalement ton supérieur, il a moins d'études que toi ou peut-être moins de compétences et qu'il te traite comme un moins que rien. Ouais, c'est vrai que ça peut être difficile. Et du coup, je voulais toujours enseigner, mais j'ai eu quand même la décence de me dire, quand tu as un master 2 à 23 ans, je ne me voyais pas enseigner. J'étais trop bébé, moi. J'ai grandi très tard. Donc, à 23 ans, je ne pouvais pas tenir une classe, impossible. Donc j'ai attendu plus tard pour passer mon... Je savais que ça, là, on te juge sur tes capacités à réussir un concours ou non. Et donc j'y suis allée sereinement et je savais que je voulais faire ça. J'attendais juste la maturité un petit peu pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver du travail et j'ai encore des copines pour qui c'est difficile, malgré des diplômes conséquents, c'est vrai. Alors tu as un mari extraordinaire. Ouais, paraît-il. Qui a toujours été là pour toi, pour te soutenir. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident de concilier une vie d'épouse et puis à côté de ça une vie d'artiste et puis et tout simplement une vie de famille avec le travail que tu as. Donc est-ce qu'il y a eu des moments où ça a pu peser dans votre couple, où ça a été compliqué, où ça a été difficile, ou alors est-ce que vous avez toujours réussi à faire la part des choses grâce à la communication? Ben, forcément, parce que de toute façon, je l'ai rencontré assez tard. Mon mari actuel n'est pas la personne avec qui je suis restée très très longtemps. Et du coup, le deal, c'est que moi, il m'a rencontré étant dans la musique et je lui ai toujours dit, bon, bah écoute, on s'entend bien, ça se passe bien entre nous. Voilà, il a demandé ma main, je lui ai dit, voilà, il y a des conditions. En fait, il faut vraiment communiquer. Parce que souvent, dans le mariage, tu peux te déchanter et tu peux découvrir des visages différents lorsqu'on te passe la bague au doigt. Et moi, j'ai été très très claire. Je crois que c'est ce que beaucoup de femmes et d'hommes oublient de faire, c'est d'être très clair et de mettre tout à table avant de passer à table, justement, parce qu'on peut vite déchanter. Et voilà, il y a la musique, je suis avec mon frère, je fais ça depuis un moment. Il y aura des séances de studio parfois le soir. Je vais essayer de minimiser ça et d'organiser mon emploi du temps en fonction d'eux. Il y aura des déplacements, il y aura des featuring, il y aura des clips, il y aura des jeux. Et puis, en fait, il est cool, il me soutient et lui, tout ce qu'il veut, c'est que je réussisse et que je sois épanouie, parce que ma réussite, c'est la sienne. Et puis, on a décidé de se marier. La musique, c'est un temps. Il y a plein de choses à côté qu'on peut faire ensemble. Et du coup, lui aussi, dans ses projets professionnels, je le soutiens. Et je ne conçois pas d'être avec quelqu'un qui te freine, en fait. C'est pas possible. Donc, c'est pas la bonne personne. Donc, on dit par amour, mais moi, l'amour, c'est que des preuves. Hein. C'est que des preuves. Il y a pas de... C'est que des preuves. Et ça, c'est une preuve d'amour. Et pour moi, dans un couple, c'est pas la prison, en fait. C'est pas Miami, mais c'est pas la prison. Donc on doit pouvoir se faire confiance et évoluer ensemble. C'est juste un laps de temps et après on passera à d'autres choses. C'est important pour moi de vraiment être clair par rapport à ça. Vraiment communiquer. Oui, bien sûr qu'il y a des embrouilles quand tu rentres un peu plus tard que prévu ou quand... Mais bon, c'est vrai que j'ai un caractère qui fait que c'est un peu relou de se prendre la tête avec moi. Parce que ça peut durer longtemps, mais sur ça, il est très conciliant. Et puis c'est une histoire de famille. Il y a mon frère derrière qui met des fonds. Si je viens pas au studio, comment on fait? Il y a des réalisateurs qui se déplacent. Voilà. Non, par rapport à ça, il est plutôt cool. J'ai un super mari par rapport à ça, très gentil, très ouvert, et puis qu'il le reste. Hein. Voilà.
Alors, tu as des amis très proches qui ont vécu les violences conjugales. Oui. C'est ce qui t'a poussé justement à écrire sur le sujet. Donc, c'est un sujet qui te touche particulièrement, Oui. que tu dénonces Oui. et qui t'énerve aussi. Ouais, Donc, on est quand même à une période où on commence de plus en plus à dénoncer les féminicides qui existent depuis la nuit des temps, mais on n'en parlait pas du tout. Quelle est ta position sur la question? Moi, elle est très, très simple, très radicale. C'est vrai que bon, il y a des femmes qui parlent, d'autres qui ne parlent pas, d'autres tu le découvres plus tard. Moi, il y en a une, en fait, ce qui m'a choquée, c'est que je ne l'ai pas vu venir, en fait. On était tous les jours ensemble. Elle me racontait des choses, mais je n'avais pas palpé encore cette violence. Et puis, quand tu vois ta copine avec de l'acide sur le visage, et là, tu te dis, là, zut, il y a un problème, ou à l'hôpital avec les côtes cassées, où le médecin te dit, prochaine étape, c'est la morgue. Tu te dis, mais... c'est pas possible en fait. Et puis d'autres copines qui se mangent des claques de temps à autre. Mes frères m'avaient mis en garde par rapport à ça. Ils ont dit, nous, tant qu'ils ne te frappent pas, et je leur disais, mais comment... Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, dans l'amour, il y a des choses parfois incompréhensibles. Et c'est vrai qu'on peut avoir des disputes, mais de là à lever la main sur une femme, j'estime que quand ta femme est fatiguée ou quand ça va pas, on arrête. Je sais que ça semble facile à dire, mais en fait, l'amour, c'est pas forcé. Si c'est pour se taper, fais ta route et je fais la mienne. En tout cas, pour moi, c'est inacceptable. On peut se disputer. Moi aussi, j'ai pas la langue dans ma poche, mais de là à venir me frapper, non, c'est pas possible. Mes frères m'ont jamais tapé, mon père non plus. Puis c'est un homme que j'aime qui va me taper. Non, c'est pas possible. On arrête. On force pas. Fais ta route, je fais la mienne. Et puis après, il y a l'engrenage. J'essaie de comprendre. Certaines sont sous l'emprise. Et puis parfois, il y a plein de choses derrière. Il y a des femmes qui n'ont pas eu forcément un modèle familial équilibré, donc du coup elles misent tout sur un homme, d'autres qui ont la honte aussi de la société, d'autres qui sont enfermées financièrement, psychologiquement, même au niveau de l'image, donc c'est compliqué. Mais j'espère que tôt ou tard ces femmes trouveront la force de partir, parce que pour moi un homme qui te tape une fois, il te tapera toute sa vie. Pour moi c'est inadmissible de rester avec un homme qui te tape, même si vous avez 18 enfants. Pour moi c'est, voilà, après c'est... Chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, je regarde ma mère et elle nous a éduqués en ce sens aussi. Tu me tapes, c'est fini. Parce qu'en fait, je suis née sans toi, je mourrai sans toi et personne n'est indispensable. Quand tu as compris ça, franchement, dans ta vie, tu n'as à peu près pas de problème, normalement. Alors, Ami, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou de t'imposer un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, le gage que tu dois faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone en tant qu'artiste. On sait tous qu'il y a quelqu'un dans tes messages que tu apprécies énormément, voire que tu aimes. Donc tu vas lui envoyer un message maintenant, que tu es un conjoint ou pas, et tu vas lui dire tes sentiments. Wow. À qui je peux l'envoyer? Je vais l'envoyer à une très bonne amie à moi qui s'appelle Bintou, que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas dit. Je vais lui dire. Et elle va me dire, qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que tu m'étonnes? Qu'est-ce que tu m'envoies? Je lui envoie, voilà. C'est beau. Voilà. C'est beau. Ma petite Bintou. Ma petite Solingué. Donc une belle déclaration à son ami Bintou. Mission relevée. Merci beaucoup, Ami. Merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Je te fais la bise. Ok. Merci beaucoup. Merci. Pour en savoir plus sur Ami, rendez-vous sur ses réseaux sociaux. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mix of Vacation Asaf et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À très vite.